Donc, on va pouvoir commencer cet atelier tous ensemble sur la question voilà, de la manière dont on peut impliquer réellement les personnes accompagnées, les personnes concernées dans l'élaboration, l'actualisation des cadres de fonctionnement voilà, des établissements, des services dans lesquels ils sont accompagnés. Moi, je me présente peut-être rapidement. Je suis Adrien Brégère, je suis chargé de mission Travail social participation. J'anime à ce titre-là le groupe d'appui national Participation, qui est un groupe composé très majoritairement de personnes concernées, accompagnées au sein des associations du réseau FAS. Donc voilà, on se retrouve régulièrement pour travailler les questions de participation et ça faisait maintenant une année qu'on avait envie de faire un peu un événement important autour de la participation. Et voilà, ça nous a pris, en raison notamment du confinement, un peu de temps pour élaborer ça. Et ça prend finalement la forme, comme vous le voyez, d'un ensemble d'ateliers qui ont lieu sur cette semaine et d'une table ronde qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, dans ce cadre-là, voilà, vous êtes là aujourd'hui pour un atelier un peu réflexif sur les conditions de participation dans le cadre de l'élaboration et de l'actualisation des cadres de fonctionnement. Effectivement, notre secteur, notamment voilà, les établissements sociaux et médico-sociaux qui en font partie, voilà, ils agissent dans un cadre réglementaire qui finalement positionne un ensemble d'éléments de fonctionnement qui sont obligatoires dans le cadre de leur fonctionnement, qui sont liés notamment à la loi 2002 et ensuite aux différents éléments réglementaires qui en ont découlé. Donc voilà, on sera amené à se poser un petit peu la question ensemble de l'actualité en fait de ces instances de participation et le lien qu'il peut y avoir justement avec l'ensemble des cadres de fonctionnement qui sont institués par ces éléments réglementaires qu'on retrouve dans la loi 2002, qui peuvent être le livret d'accueil, le règlement intérieur, le document individuel de prise en charge ou le contrat de séjour, par exemple, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres types d'établissements qui ne sont pas couverts directement par le champ de la loi 2002, comme voilà, les conseils de résidents en pension de famille ou d'autres instances de participation ou d'autres cadres de fonctionnement qui existent ailleurs. On tâchera un petit peu, au fil de nos réflexions, de faire le lien en fait, entre instances de participation, réalité de la participation et réelle appropriation en fait, des cadres de fonctionnement. Donc, on va avoir un atelier assez riche. Il va y avoir un nombre relativement important d'intervenants et d'interventions qui vont se succéder. Je serai accompagné aussi dans l'animation de cet atelier par Loujène Hamida, qui est participante active au groupe d'appui national participation. Loujène, je te laisserai te présenter rapidement après avoir rapidement aussi présenté les autres intervenants qui vont intervenir. On aura la chance du coup d'avoir aujourd'hui, pour commencer, Katia Ben Mansour, qui est responsable des questions juridiques à la fédération et qui nous parlera un petit peu justement pour introduire un peu nos échanges, qu'on soit bien sûr de ce dont on parle, qui introduira notamment le cadre légal et voilà, ce qui incombe notamment à notre secteur en termes à la fois de participation et de cadre de fonctionnement. On ira ensuite aborder un peu plus concrètement finalement comment une démarche de participation au service de l'élaboration de ce cadre-là peut se mettre en place. On aura du coup là 2 projets différents qu'on essaiera un petit peu de comparer et de comprendre chacun. Un projet qui est celui de l'élaboration du règlement intérieur au sein d'une pension de famille du réseau Solia, pour lequel Olivier Latissière nous fera l'honneur quelque part de nous présenter la démarche qu'ils ont pu mener. Et on aura aussi l'intervention d'Agnès Berthaud et de Maria Netto, qui nous parleront, eux, d'une démarche d'évaluation interne qu'ils ont pu mener en mobilisant une dimension participative particulière. Et en fin d'intervention, on aura la chance d'avoir en plus une réflexion particulière sur comment est-ce qu'on résout les conflits, comment est-ce qu'on travaille à la résolution des conflits dans les situations particulières dans lesquelles on peut arriver à des moments de dissensus fort entre personnes accompagnées, équipes et professionnels. Donc, pour progresser là-dessus, on va avoir justement ces interventions qui vont succéder. On va commencer du coup par Katia Ben Mansour sur le cadre général et je vais laisser un peu à toi, Loujène, la possibilité d'intervenir un peu, de nous présenter un peu cette première intervention et ces différentes questions qu'on souhaitait poser avec le groupe d'appui national. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Comme l'a dit Adrien, je fais partie du GAN depuis 2018 et en parallèle, je suis déléguée au CNPA. La question de règlement a toujours été remontée. C'est une préoccupation des personnes concernées.
Et on a eu une plénière spécialement à ce niveau-là parce que les gens voulaient réellement comprendre pourquoi des pratiques, certains estimeraient de moyenâgeuses, qui perdurent encore. Donc, voilà, il y a la loi 2002, il est vrai, mais aussi, moi, j'aimerais faire rapidement, si tu me permets, Adrien, un petit rappel, en fait, de ce qu'étaient les centres d'hébergement. Donc, la création et l'histoire des centres d'hébergement est étroitement liée à la marginalité, à des populations considérées socialement dangereuses. Avant, c'était pour redresser les gens. Ce n'est que très récemment, je ne vais pas m'étendre, mais ce n'est que depuis les années 80 qu'il y a eu un cadre réglementaire. On commençait vraiment à voir le travail social et à penser personne, accompagnement, insertion, tout ça. Avant, c'était uniquement pour remettre les gens sur le droit chemin. Et la loi 2002 est venue 20 ans après pour mettre du cadre, en fait. Donc, et justement, je m'adresse à toi, Katia, pour te demander justement que prévoit la loi en matière de cadre légal en matière de participation. Très bien, merci Lougène. Bonjour à tous. Donc, je vais intervenir assez rapidement sur le cadre pour ne pas empiéter sur les interventions des uns et des autres qui apporteront, je pense, tous les éléments pratiques et de discussion. Mais ça semblait assez important de replacer quand même le cadre tel qu'il est prévu aujourd'hui dans le Code de l'action sociale et des familles. Je vais faire des rappels que beaucoup connaissent bien déjà, mais c'est assez utile. Donc, cette loi du 2 janvier 2002, elle intervient dans un contexte particulier, qui est un contexte où il y a eu un certain nombre d'affaires de maltraitance dans des établissements médico-sociaux. C'est important de le rappeler. Et elle va donc replacer la personne au cœur de sa prise en charge et de son accompagnement dans les établissements. Donc, elle vise deux choses. Elle vise à réaffirmer des droits, donc des droits fondamentaux qui s'appliquent évidemment à tout citoyen, mais pour lesquels on voit que la prise en charge au sein d'une structure, d'une institution, vient entraver certains droits et vient poser un certain nombre de questions de mise en œuvre. Elle prévoit également des outils, vous les connaissez, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, la personne qualifiée, etc., qui visent à garantir l'effectivité de ces droits fondamentaux. Cette participation des personnes, elle est envisagée à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau individuel, la personne, elle doit pouvoir définir son projet d'insertion avec la structure, avec les intervenants qui l'accompagnent. Donc, il y a cette première dimension individuelle et qui se traduit en termes d'outils, notamment par le contrat de séjour. Et puis, elle est évidemment envisagée à un niveau collectif. Donc, la participation des personnes aux politiques publiques, que vous connaissez bien dans le cadre du CNPA et des CRPA, et aussi cette participation au fonctionnement des établissements et des structures qui les accueillent et qui les accompagnent. C'est plutôt ce sujet qui va nous intéresser pour l'atelier. Et cette participation, elle est désormais prévue de manière très large, puisque dans la loi du 2 janvier, elle visait les établissements sociaux et médico-sociaux autorisés. Je ne vais pas faire trop de détails, mais en gros, les CHRS, les liés de soins santé, les CADA, etc. Aujourd'hui, elle est élargie par plusieurs réformes. La loi ALUR vient poser le principe d'une participation dans tous les centres d'hébergement, et notamment les centres d'hébergement d'urgence. Et on a aussi alors ce n'est pas la loi du 2 janvier, ce n'est plus la loi du 2 janvier, mais cette participation, elle est aussi consacrée dans le Code de la construction et de l'habitation pour les logements foyers, donc les pensions de famille et résidences sociales. Donc aujourd'hui, prendre en compte la parole des personnes qu'on accompagne dans le cadre du fonctionnement des établissements, c'est une obligation légale qui est posée par la loi et dans les différents codes. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Cette obligation, elle ne se traduit pas dans la loi de manière figée et de manière très contraignante. On a un cadre qui est relativement souple et c'est important parce qu'il permet une adaptation aux structures, une adaptation au projet d'établissement et aux réalités et aux conditions qui sont prévues dans chacun des établissements. Donc, ce que nous dit la loi, c'est que cette participation elle est donc obligatoire et elle peut recouvrir différentes formes. Il peut s'agir d'un CVS, Conseil de la vie sociale, il peut s'agir de groupes d'expression, il peut s'agir d'organiser des consultations, il peut s'agir de questionnaires de satisfaction. Donc,
Encore une fois, la loi n'est pas figée, on n'impose pas une forme de participation, on prévoit plusieurs modalités qui sont possibles et adaptables. Point très important, la loi prévoit par contre des consultations obligatoires. On tient compte de la parole des personnes, d'abord sur tout ce qui intéresse le fonctionnement des établissements. Vous voyez que c'est extrêmement large en réalité. Ça va des activités jusqu'aux travaux qu'ils peuvent avoir dans les établissements, jusqu'à l'organisation des horaires, par exemple, dans les structures. Donc, on a un cadre, encore une fois, assez englobant. Cette consultation est également obligatoire quand il s'agit des projets de règlement de fonctionnement et règlement intérieur des structures. Donc, ces documents doivent obligatoirement être soumis en consultation à l'avis des personnes et cette consultation est également obligatoire pour les révisions des projets des établissements et des services. Donc, on voit bien que le cadre légal, il oblige aujourd'hui les structures à aller vers les personnes pour recueillir leur avis et leurs propositions. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important. La loi ne se limite pas à une consultation une fois et de manière ponctuelle. Il s'agit bien de recueillir la parole des personnes sur leur avis, mais aussi leurs propositions sur le fonctionnement et les évolutions à faire au sein de la structure. Voilà. Merci Katia, on voit que c'est vraiment très rapide. Oui, c'est très clair dans tous les cas. Mais on voit, au vu des préoccupations des personnes concernées et puis des remontées, que souvent la loi, malheureusement, n'est pas appliquée. Pour toi, quelles sont les difficultés ou les questions qui remontent souvent à ton niveau, toi? Parce que nous, moi, je parle en connaissance de cause, parce que je suis sur les deux côtés, je veux dire. Mais pour toi, c'est quoi ces questions qui remontent, ces difficultés rencontrées? Alors, la participation, objectivement, toutes les structures essayent de mettre en œuvre cette participation au sein de leurs établissements, mais effectivement, il y a des difficultés. Il y a d'abord des difficultés dans l'élaboration, notamment du règlement de fonctionnement, du règlement intérieur, avec parfois plutôt une orientation vers l'utilisation de documents types. Donc, on va utiliser des clauses type plutôt facilité, on va dire, ce qui est avec des documents plutôt stéréotypés, donc par facilité. Mais je vais pas en rester là. On a pu voir dans certains secteurs, et notamment le secteur de l'asile, qu'on a aussi aujourd'hui des documents types qui sont réalisés au niveau de l'État. Ça pose beaucoup de questions quand même. Et donc, on manque d'adaptation quand même par rapport au projet d'établissement, structure et surtout à cette idée de pouvoir co-construire les outils avec les personnes. Parce que la participation, c'est ça aussi, c'est avoir des outils adaptés. Et ne serait-ce que de pouvoir faire participer les personnes sur la rédaction, la vulgarisation des termes pour favoriser la compréhension, l'information des personnes sur leurs droits et les règles de vie au sein de la structure. C'est quand même extrêmement important que les personnes puissent s'approprier le vocabulaire et le comprendre. Donc, c'est vrai que quand on est dans des clauses types, des clauses plutôt juridiques, on est assez éloigné en fait de l'idée d'une co-construction et d'une participation effective des personnes. Deuxième problème qu'on voit souvent, c'est qu'évidemment, parler de la mise en œuvre des droits fondamentaux dans les structures, ça se heurte à l'organisation de la vie en collectif. Et cette organisation, elle dépend beaucoup des conditions d'accueil dans la structure. On n'envisage pas les choses de la même façon quand on est une structure collective et quand on est une structure qui permet, par exemple, un accueil dans une chambre individualisée ou voire dans un logement. Le droit à l'intimité ne s'appréciera pas de la même façon en chambre partagée que pour des chambres individuelles. Donc, on est dans des règles pas évidentes à mettre en œuvre, évidemment, au quotidien. Et ce qui conduit assez souvent à trouver des interdictions de principe qui sont posées dans le cadre des règlements de fonctionnement, là où on devrait plutôt avoir des interdictions comme exception. Et donc, ça conduit, encore une fois, à des règlements assez stricts et au final peu appliqués parce que difficiles à mettre en œuvre au quotidien. À ça, on voit s'ajouter des sujets assez récurrents. La question, par exemple, de l'alcool et des addictions, comment on la gère dans les structures. Ce ne sont pas des sujets faciles, mais c'est des sujets récurrents. La question de l'accueil des animaux, la question de l'hébergement de tiers ou de proches par les personnes,
Et la question évidemment des sanctions, sanctions en cas de non-respect du règlement de fonctionnement et des règles de vie, qui sont des sujets, encore une fois, assez complexes en fait, à mettre en œuvre, mais pour lesquels les uns et les autres essayent de trouver des solutions et de mettre en œuvre notamment des méthodes de co-construction et de médiation qui sont assez intéressantes, et je pense que vous aurez des exemples tout à l'heure. Dernier point important sur les difficultés, enfin, il y en a beaucoup, mais j'en ai recensé quelques-unes, c'est l'association des personnes au suivi des avis et des propositions. Encore une fois, très souvent, on a une consultation qui se fait en one shot, une fois, mais les propositions ou les avis ne sont pas toujours suivis de remontées, d'informations sur les évolutions. Et ça fait partie des points extrêmement importants, puisqu'encore une fois, la loi le prévoit bien. Il ne s'agit pas seulement de recueillir une fois un avis, mais il s'agit bien de pouvoir suivre les propositions qui sont faites et faire un retour auprès des personnes et des instances comme le CVS. Merci. Alors, une dernière question. Quels sont, selon ton expérience, les points non pris en considération, pas pris en compte, en fait? Alors, pour continuer sur cette idée du suivi et des réponses, moi, il me semble qu'on a tendance enfin, on ne tient pas assez compte de la consultation à faire au quotidien. Je vais prendre deux exemples. D'abord, il y a des évolutions réglementaires, il y en a eu beaucoup. Je ne suis pas certaine que le réseau ait toujours revu son règlement de fonctionnement, son règlement intérieur, en conséquence, et consulté les personnes. Je prends quelques exemples. Il y a eu la personne de confiance, qui est aujourd'hui un des nouveaux outils, pour utiliser les termes de la loi du 2 janvier, enfin, les termes du secteur sur la loi du 2 janvier. Aujourd'hui, une personne accueillie a le droit de désigner une personne de confiance, et il y a toute une nouvelle réglementation qui est mise en œuvre, qui n'est pas si simple d'ailleurs à mettre en œuvre. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des structures aient pu faire un point d'information auprès des personnes accueillies et que ça ait été discuté et que le règlement de fonctionnement ait pu être revu. Donc, intégrer les évolutions réglementaires, et il y en a eu quand même pas mal ces derniers temps, ça semble être des points assez importants. Autre sujet, par exemple, les signalements des événements indésirables ou graves dans les structures, qui sont aussi des procédures qui permettent de signaler des difficultés au sein des structures, signalements qui sont faits auprès des services déconcentrés d'État et de la préfecture. Ça, je ne suis pas sûre non plus que vous ayez eu une information, enfin, que tout le monde ait une information là-dessus, et que c'est pu être discuté avec une mise à jour, par exemple, des documents. Autre sujet sur ce suivi en continu, au-delà des aspects réglementaires, des évolutions réglementaires, il y a tout simplement les évolutions de la société. Je pense par exemple au numérique, au télétravail, évidemment à la période de pandémie, mais tout ça, est-ce que c'est des sujets qui ont forcément fait l'objet d'échanges, d'une consultation des personnes, pour savoir comment ça impacte le fonctionnement et qu'est-ce qui serait adapté aux besoins que vous, personnes, vous rencontrez dans les structures. Donc voilà, pensez en tout cas la participation pas seulement sous des aspects réglementaires qui au final ne sont pas très contraignants comme je vous l'ai indiqué, ça reste très souple dans le cadre, mais bien le penser de manière continue dans les structures. Autre point qui me semble assez important et permettre aussi à mes camarades de rebondir derrière, la question de la médiation. Dans les outils de la loi du 2 janvier, on a par exemple la personne qualifiée, je crois qu'elle est assez peu utilisée dans les structures. On a aussi des médiateurs, je pense aux défenseurs des droits, je pense à des structures du type point d'accès au droit à la maison de justice et du droit qui sont aussi présentes, qui peuvent être présentes localement. Comment, lorsqu'il y a des difficultés, des conflits parfois, on arrive à aller chercher des tiers extérieurs à la structure, mais qui vont aider la direction, les travailleurs sociaux et les personnes à trouver des solutions et à les régler. Ça, pour moi, c'est aussi des enjeux, je pense, dans le secteur, de pouvoir trouver ces appuis-là pour aider à une meilleure prise en compte des droits des personnes. J'en ai pas du tout parlé, c'est pas bien, mais quand on parle des règles de vie, on parle des droits des personnes, mais aussi de leurs obligations. Et le médiateur, c'est aussi une façon de replacer ses droits et obligations de chacun et les responsabilités de chacun par un tiers extérieur. Donc, je pense que c'est des voies assez intéressantes.
Merci, Katia. Il y a une petite interrogation qui nous est venue, nous, dans nos discussions, c'est qu'il y a toujours des obligations pour la personne concernée, mais pas pour le professionnel. Comment peut-on équilibrer les rapports, tout ça, pour un meilleur fonctionnement de toutes ces structures qui ont un rôle de plus en plus important, je veux dire, parce que la pauvreté, elle explose, il y a plus d'accueil. Comment peut-on rééquilibrer? Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir rééquilibrer aussi? Alors, les structures, elles ont énormément d'obligations. Elles sont soumises à beaucoup de réglementations. Donc, leurs responsabilités, elles l'ont et elles en tiennent compte au quotidien. La difficulté, c'est de mettre en œuvre des règles qui puissent s'appliquer dans un collectif. Et c'est un exercice extrêmement complexe. Et c'est là où votre parole et vos propositions, elles sont assez fondamentales. Ce qu'on voit souvent apparaître, c'est que la parole n'est pas donnée et elle n'est pas prise non plus. Donc, des sujets qui, pour vous, sont préoccupants ou vous impactent particulièrement, si vous n'avez pas cet espace qui vous permet d'en faire part, les règles, elles vont s'appliquer, comme je vous le disais, avec des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes, mais avec, par exemple, des interdictions générales, là où on peut réfléchir différemment. Donc, j'aurais tendance à vous dire que si vous pensez avoir beaucoup d'obligations et pas de droits, c'est à un moment donné aussi parce qu'il faut que vous puissiez prendre la parole dans les espaces qui vous sont donnés pour le faire, et quand vous ne les avez pas, vous avez toujours la possibilité de faire des propositions spontanées aussi auprès de vos directions pour enclencher ces échanges et pouvoir amener à des discussions sur vos besoins dans les structures. Merci Katia, voilà, le message a été envoyé. C'est aux personnes de se saisir de ces possibilités, de cette loi et d'être leur propre acteur aussi, être acteur de sa vie. Et puis voilà. Les structures ont bien des obligations, mais les personnes doivent aussi se saisir. Oui, bien sûr, avoir la volonté de vouloir participer. Et puis voilà. Adrien, voilà, je te passe la parole pour passer à la deuxième partie. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose qu'on continue maintenant sur des démarches concrètes finalement de participation à l'élaboration de ces cadres de fonctionnement qu'on quelque part permis une implication des personnes dans leur élaboration. Alors en fait, on va faire. Je vais te passer peut-être rapidement la parole à Apolline qui a accompagné en fait, qui a été accompagnée pour le compte de la FAS Centre Val de Loire ces deux démarches-là. Et puis ensuite, on essaiera de progresser en fait en posant les mêmes questions au même stade à chacun de ces deux théâtres de mise en œuvre quelque part pour pouvoir les sonder sur les mêmes sujets. Mais je peux te passer un petit peu la parole très rapidement, Apolline, pour que tu nous présentes un petit peu ton rôle et la manière dont vous avez accompagné ces démarches-là d'une manière participative avec la FAS Centre Val de Loire. Merci Adrien. Du coup, moi, c'est Apolline Bougra, je suis chargée de mission participation au sein de la FAS Centre Val de Loire. Je vais vous présenter Marie-Agnès Berthaud, qui est coordinatrice sociale du CHRS de Mer, et Maria, qui est une ancienne résidente, où on a fait ensemble une évaluation interne du CHRS de Mer, qui est actuellement en cours. On parlera un petit peu plus de comment s'est passé l'atelier dans la deuxième question. Maria présentera l'atelier et je la compléterai. Et du coup, je vais vous présenter Olivier Latissière, qui est coordinateur des pensions de famille Solia, de 5 pensions de famille Solia en région Centre-Val de Loire, et qui a réalisé un règlement intérieur co-construit avec les personnes concernées, qui sont les résidents des pensions de famille. Peut-être on va passer à la première question. Du coup, pourquoi avez-vous voulu renforcer l'aspect participatif de votre démarche d'évaluation interne ou du règlement intérieur concernant les pensions de famille Solia? Olivier ou Marie-Agnès, qui se lance parmi vous deux? Je vais me lancer. Je laisserai la parole à Marie-Agnès en premier après. Donc, au niveau des pensions de famille Solia, Centre-Val de Loire, c'est déjà inscrit dans notre ADN dès le départ un petit peu que les habitants soient consultés pour le moins dès que des décisions sont prises dans leur cadre de vie, puisque voilà, dans les pensions de famille, les salariés, les équipes d'hôtes, ils reçoivent chez eux. C'est bien le principe d'un hôte. Donc, évidemment, leur parole est primordiale
pour continuer à avancer ensemble dans un cadre raisonné et raisonnable. Donc, suite à l'évaluation interne qui avait été menée par la Fondation Abbé Pierre sur le réseau des pensions de famille, à laquelle nous avions participé évidemment, nous l'avions complété par la suite par un autre questionnaire alors entièrement dédié aux habitants et donc qui avait été réécrit, alors pas simplifié, hein, mais vraiment réécrit pour qu'il soit justement expurgé de tous sigles et abréviations qui font notre quotidien à nous, donc qu'il soit compréhensible par toutes et tous. Et ça a complété l'évaluation interne et ça a mis en évidence une chose dont on se doutait très fortement, c'est que notre règlement intérieur datait d'à peu près 10 ans, hein, puisque c'est le temps d'expérience que nous avions en pension de famille et qu'il était largement temps de le réévaluer. Pour vous donner un exemple simple et concret, il est clairement indiqué dans le règlement intérieur initial que l'introduction d'armes et de drogue est complètement illicite dans une pension de famille. Beaucoup d'habitants, évidemment, même ceux qui arrivaient, qui entraient, disaient « mais oui, on le sait, ça tombe sous le sens, pourquoi vous le mettez ?» Si vous le mettez, c'est que ça questionne quelque chose, c'est qu'il y en a. Donc voilà, rien que ça, déjà, ça permettait de se dire « voilà, il y a des choses à réviser ». Il y a des choses à revoir, il y a des choses à réactualiser. La société, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, a évolué. Donc, évidemment, on ne peut pas rester figé sur un règlement intérieur avec des règles qui peuvent paraître aujourd'hui un peu archaïques et un petit peu vraiment trop cadrantes. Pour autant, il s'agit de respecter le cadre légal, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc, il y a un vrai travail pédagogique à mener. Alors, des équipes d'hôtes envers les habitants pour voilà, rappeler ce qu'est un règlement intérieur, en quoi il consiste et en quoi il nous protège tous et toutes pour que la vie en pension de famille soit la plus agréable possible. Donc voilà, des séances de travail ont été menées. Alors, nous, on était sur le participatif, hein, c'est-à-dire, voilà, on n'imposait rien, les habitants étaient volontaires, certains venaient à toutes les sessions, d'autres venaient sporadiquement à certains points qui les intéressaient plus particulièrement, sur lesquels ils avaient quelque chose à dire. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'ils étaient parfois beaucoup plus sévères qu'on ne pouvait l'être dans la réécriture du règlement intérieur. Ça donnait pour le coup l'occasion de nombreux échanges. Et là, je parle depuis tout à l'heure d'habitants. Pour vous donner un exemple, auparavant, nous étions comme tout le monde, on les appelait les résidents. C'est un terme qu'ils n'aimaient pas. Donc, il y a vraiment déjà eu une séance de travail un peu sémantique pour savoir quels mots on utilisait, quel sens on leur donnait. Et ça, c'est un peu la base pour pouvoir reconstruire quelque chose. Quel sens on met dans les mots pour écrire un règlement intérieur à la fois simple, mais à la fois qui ait tout son sens et qui ne prête pas à confusion. Donc, le terme d'habitants, c'est vraiment, ils habitent l'endroit où ils vivent et ils l'habitent complètement et ils l'habitent tellement que, bah oui, ils peuvent et ils doivent, ils se sentent investis de participer aussi à l'élaboration du cadre qu'ils composent. Donc, j'essaie de ne pas être trop long non plus. Hein. Merci Olivier. Alors, juste une dernière petite chose, comme nous avions 4 pensions de famille qui participaient, évidemment, on n'a pas fait un règlement intérieur figé, et d'ailleurs, dans certaines pensions, il n'est pas complètement terminé, puisqu'on l'a aussi adapté à chaque particularité de chaque structure, hein, évidemment. Merci Olivier. Alors nous, c'est plutôt, on intervient dans le cadre de l'évaluation interne, donc c'est une obligation pour les centres d'hébergement. Moi, je suis Marie-Agnès Berthaud, je dis bonjour à tout le monde, et en fait, je fais partie de l'association Image Solidarité. Alors, on est les seuls dans le Loir-et-Cher, toute notre association elle est plutôt parisienne, et on est plusieurs centres d'hébergement à faire notre évaluation interne, donc il y a un intervenant extérieur qui nous aide, et dans cette démarche qu'on a depuis des années dans la participation, parce que faire participer, c'est pas simple, dans les pensions de famille, parce que j'y travaille aussi, il y a du long terme, et du coup, les habitants sont impliqués. Dans les structures d'hébergement, la participation, elle est beaucoup plus mouvante parce que le groupe, il bouge beaucoup plus, parce que les temps d'hébergement sont plus courts, mais qu'il est tout aussi important parce que c'est eux qui vivent dans la structure et c'est eux qui peuvent en parler, et que nous, ça nous a semblé évident, et qu'en plus, l'association, on a aussi le soutien de l'association qui est vraiment impliquée dans ça. Donc, du coup, pour nous, l'évaluation interne, vraiment la démarche, on s'est dit, si on veut avoir une évaluation neutre, il faut qu'on ait des partenaires extérieurs qui animent
toutes les questions autour de, pour faire participer les gens. C'est-à-dire que du coup, l'idée, c'était, on a fait intervenir Apolline, on a fait intervenir une autre personne de l'extérieur qui est venue questionner les personnes, parce que si c'est nous qui animons nos propres réunions, on se dit que déjà, peut-être, on biaise un petit peu la relation et ce que vont dire les personnes. Donc, nous, cette démarche, c'était de réfléchir en disant, on veut vraiment avoir... En fait, l'évaluation interne, elle va nous servir sur des pics d'action pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Et qu'on avait besoin vraiment d'avoir ce regard des personnes qui sont hébergées et qui se disent, voilà, sur tout ce qui est autour de l'accompagnement, autour de la vie de la structure, autour de tout leur regard, autour de ce qu'ils ont, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont à nous dire. Donc nous, c'est dans cette démarche qu'on a dit, voilà, c'est déjà des choses qui sont enclenchées depuis longtemps, hein, nous, les réunions de résidents. Après, on avait un contexte sanitaire qui ne nous a pas franchement aidés parce que voilà, on a dû aménager plein de petites choses pour que les gens ils puissent faire des petits groupes de 3, plein de petits groupes de 3, voilà, etc. Mais bon, ça se fait bien et c'est plutôt une chouette expérience sur vraiment avoir leur parole et prendre cette parole. Et c'est ça qui va nous aider pendant 5 ans à avoir des pistes d'amélioration et vraiment utiliser leurs compétences, leur savoir. Et voilà, c'est vraiment une belle expérience qu'on est en train de vivre. Voilà. Merci Marie-Agnès. On va passer à la question 2. Donc du coup, comment un peu la démarche est-elle mise en œuvre au sein du CHRS concernant l'évaluation interne ou au sein des pensions de famille concernant le règlement intérieur? Peut-être que Maria, tu veux commencer à répondre et je t'aiderai à compléter par la suite. C'est possible de remettre un peu, d'expliquer plus la question, voilà, plus précisément peut-être. Alors, je peux commencer si tu veux, Maria. Maria, tu diras un petit peu comment tu as vécu la chose, l'atelier. Donc, du coup, en fait, comme disait Marie-Agnès, la FAS a été sollicitée pour amener un petit peu les éléments d'après les habitants, les résidents, comment ils voyaient un petit peu l'accueil et l'accompagnement du CHRS. Voilà. Donc, moi, j'ai proposé un atelier avec 3-4 personnes à l'aide d'un métaplan où, en fait, ce sont les personnes, les résidents qui ont un petit peu écrit leurs idées, comment ils voyaient l'accueil et l'accompagnement dans le CHRS à l'aide de thèmes. Donc, du coup, on avait plein de thèmes. On avait le thème logement, on avait la santé, le transport. Et chaque personne devait un petit peu mettre ses idées, comment ils voyaient la structure en positif ou en négatif dans un premier temps. Et ce qui nous a permis aussi après d'amener des améliorations, des préconisations que les résidents pensaient parce qu'ils ont vécu la chose, parce qu'ils vivent dans le CHRS. L'idée, c'était ça, c'était d'avoir vraiment leur expérience, leur ressenti, sans que ça soit biaisé par des travailleurs sociaux du CHRS. Peut-être, Maria, que tu peux me compléter? Oui, donc l'évaluation interne au CHRS avec toi, Pauline, donc j'ai vécu ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de parler, de donner nos idées, et puis voilà, d'essayer de voir comment on pouvait apporter des choses nouvelles au sein du CHRS. L'idée, c'était aussi d'aider à formuler des sentiments, des besoins que les résidents ont accumulés lors de leur séjour au CHRS et le fait de les transformer sur les papiers. Donc, c'était un peu là où le rôle un peu des chargés de mission peut être d'écrire en fait à la place des personnes pour formuler vraiment les besoins en co-construction avec les résidents. Ce n'est pas nous qui amenons les besoins tels quels, c'est les personnes qui nous disent et nous pouvons traduire leurs besoins. Et peut-être, du coup, Olivier, peux-tu rebondir là-dessus par rapport à votre règlement intérieur?
Alors, même au-delà du règlement intérieur, puisque la démarche s'est élargie très rapidement, parce que le règlement intérieur, c'est le cadre, et en fait, il y a aussi la vie de la pension et de tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'amène sur l'extérieur. Pour donner 2 exemples concrets, aujourd'hui, des habitants des pensions de Tours participent à l'élaboration des fiches actions du PDAL-HPD, je vais y arriver, donc plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau d'amener des personnes concernées dans ces instances, d'écouter ce qu'ils ont à dire, de prendre en compte ce qu'ils ont à dire, parce qu'écouter, c'est bien, prendre en compte, c'est mieux, et que cela se fasse sur la durée. C'est-à-dire, là encore une fois, ils ne sont pas invités une fois, ils participent activement du début à la fin à l'élaboration de ces fiches actions. Donc là, on touche à quelque chose aussi d'un petit peu nouveau, que certaines structures ont un peu du mal à pouvoir mettre en exercice, mais on est convaincu que c'est effectivement l'avenir et l'idée d'une résolution pour vraiment une meilleure compréhension de ce qui nous lie entre professionnels et personnes concernées. Et l'autre exemple, c'est la construction de la pension de famille de Châteauroux qui est en cours. Et alors, ils sont sur une structure temporaire en attendant, les habitants. Et par contre, ils ont participé du début et ils participeront jusqu'à la fin à la construction de cette nouvelle pension, c'est-à-dire ils ont participé au choix de l'architecte, ils ont participé aux réunions, ils ont donné leur avis. C'est eux qui ont choisi la forme définitive du bâtiment, hein, ce n'est pas nous. On avait un autre choix, nous, personnellement. Mais voilà, ils ont bien expliqué pourquoi c'était ce choix-là qui devait l'emporter. Ils ont apporté énormément de précision sur la construction et sur le quotidien que pouvait constituer une pension de famille. Un exemple concret, c'est que traditionnellement, dans nos pensions, on met la buanderie au rez-de-chaussée. Eux, ils ont dit non, on va la mettre au premier étage parce qu'on n'a pas envie de trimballer notre panière de linge devant tout le monde. Donc, au moins au premier étage, ça reste dans la partie privée et c'est beaucoup plus pratique pour nous. Donc voilà, des exemples extrêmement concrets et extrêmement pratiques. Donc l'architecte est enchanté de cette première expérience pour elle. Et voilà, ils sont sur les visites de chantier, ils rencontrent les élus, ils voient aussi tous les aboutissants, les enjeux financiers. Il y a une vraie transparence dans tout ce fonctionnement-là. Et ils se sentent acteurs, hein, ils sont maîtres d'usage sur ce projet-là. Et voilà, ils ont en plus la fierté de porter le projet à la même hauteur que nous, quelque part. Et surtout, ils y vivent 24 heures sur 24, alors que nous, voilà, on y est en visiteur. Actif, mais visiteur quand même. Donc voilà, la démarche, elle est vraiment dans l'émancipation. Ça a vraiment démarré comme de la co-construction et aujourd'hui, on est sur de l'émancipation. Et effectivement, on reprend un peu le terme de personnes qualifiées, même au niveau de nos habitants qui sont une source de richesse incroyable. Un exemple sur la pension de Châteauroux toujours, l'équipe d'hôtes ne s'y connaît pas vraiment en mécanique. On a 2 véhicules à gérer. On a un habitant qui s'occupe de gérer le parc des 2 véhicules, donc qui remplit les fiches parce qu'il le fait beaucoup mieux que nous et qu'il s'y connaît parfaitement. Donc voilà, c'est pas qu'on se décharge de notre travail, c'est juste que voilà, on met du sens et on partage un intérêt commun et on sait qu'il sera beaucoup plus à même de nous dire là il y a un petit bruit dans le moteur, il faudrait l'emmener réviser parce que nous on est capable de rouler encore longtemps. Voilà. Merci Olivier. Du coup, peut-être que ça peut nous emmener sur notre 3e question. Quels sont un peu les sujets qui sont vraiment ressortis de vos 2 démarches, que ce soit au niveau de l'évaluation interne du CHRS ou au niveau du règlement intérieur dans les pensions de famille? Est-ce que ça peut un petit peu faire évoluer les représentations des professionnels sur les sujets importants à faire évoluer? Nous, alors vraiment, ce que ça fait remonter, c'est quand même ce besoin de vraiment avoir de l'information. C'est-à-dire que du coup, sur nos fonctionnements, sur nos politiques, sur c'est quoi une participation financière, pourquoi, voilà, les obligations, les choses comme ça. Donc vraiment, donner les informations sur le fonctionnement, sur même nos budgets, sur voilà, ce besoin d'avoir un regard sur du quotidien, notre quotidien à nous.
Il y a aussi des choses où eux, ils auraient bien voulu, par exemple, rendre obligatoire la réunion de résidents. Et du coup, moi, gentiment, on leur dit, mais oui, mais si c'est obligatoire, si les gens ne viennent pas, on fait quoi? On fait une sanction? Ah bah non, on ne peut pas faire une sanction quand même, voilà, c'est pas possible. Donc, il faut plutôt penser à autre chose parce que, voilà, donc cette réflexion de se dire que, voilà, chaque chose, si on les discute ensemble, voilà, les réponses qu'on va apporter, en plus, elles peuvent évoluer parce que le groupe chez nous, tous les ans, il va évoluer, il va changer parce que le structure d'hébergement, les gens, voilà, il ne faut pas faire quelque chose de figé, mais en tout cas, répond à un besoin et à ce qu'on a compris, en fait, des gens qui étaient là. Et voilà, par exemple, nous, c'est des logements individuels au sein d'un collectif. Et on s'est dit, peut-être sur un même bâtiment, les gens, ils ont besoin de se voir sur la résolution de problèmes, parce que ce n'est pas la même sur un bâtiment que sur l'autre. Donc, est-ce qu'il faut toujours que tout soit résolu ensemble ou pas? Non. Et aussi, inversement, nous, on leur dit, on a des problématiques et leur parler de sujets qui ne sont pas simples pour nous, par exemple, accueillir des femmes victimes de violences, accueillir dans l'addiction, voilà, expliquer qu'aussi, on a, nous, nos obligations de travail et que ça a aussi des conséquences, etc. Donc, on a des pistes d'amélioration à faire sur certaines thématiques et que du coup, les intégrer, c'est aussi leur... ils prennent conscience voilà aussi de notre quotidien de travail à nous et qu'ils ont un regard plutôt bienveillant et après effectivement des fois voilà, voilà, ils sont pleins d'envie de toujours trouver des solutions. Après je dis moi il n'y a pas toujours des solutions à tout, c'est pas très grave de toute façon voilà, mais c'est en tout cas de permettre cette communication fait que ça facilite grandement la vie de la structure. C'est-à-dire que quand on a appris à discuter, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à la gestion de conflits parce qu'en fait, s'il y a quelque chose, ils vont venir nous voir. Et la relation, elle est déjà faite. Et en fait, on n'est pas dans des... vraiment, le bénéfice, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, plus on communique avec les personnes, moins on a des gros conflits à gérer, parce qu'en amont, on a déjà la relation qui est intégrée, parce qu'il y a la considération de la personne et qui nous considère aussi dans notre travail. Elle est mutuelle, la considération. Et que du coup, ça évite peut-être d'arriver à des choses voilà, conséquentes. Mais après, nous, c'est l'idée, là, sur les fiches actions qu'on a fait sur 5 ans, il y a des choses où ça va être frustrant pour certains parce qu'ils ne seront pas là pour la résolution. Mais voilà, par exemple, nous, on est en pleine campagne. Donc, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de... Voilà, notre réalité, elle est là. Et que eux, ils ont besoin qu'on facilite cette mobilité, ça va être encore un travail de 5 ans. Mais après, on va dire, il y a déjà des gens qui ont donné des pistes de réflexion pour de l'amélioration, mais ils ne seront plus là, mais ça sera d'autres résidents qui vont, personnes hébergées, les noms ils changent, qui vont résoudre cette situation-là avec nous, quoi. Donc, c'est vraiment une démarche qui est vraiment appréciable et puis vraiment échanger et qu'il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas aborder. Voilà, moi, c'est vraiment ça ma réflexion et voilà, des choses qu'on doit continuer à faire avec eux. Alors, je rejoins évidemment complètement Marie-Agnès sur l'ensemble de son analyse et on est vraiment sur le mieux vivre ensemble, sur une meilleure compréhension et effectivement, ça amoindrit beaucoup les tensions ou les sujets de fâcherie puisque les choses sont évoquées et il n'y a pas de tabou à dire les choses. Là, j'ai vu dans le chat qu'il y avait un questionnement par rapport à l'alcool, par exemple. Il y a 10 ans, on nous aurait interrogé sur l'alcool dans les pensions de famille, on aurait fait non tout de suite de la tête. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce postulat-là et on est sur une autre réflexion. Donc, il y a déjà des réflexions qui ont été menées dans les diverses pensions. Elles n'ont pas toutes le même positionnement, mais c'est aussi lié à ceux qui les habitent. Ça fait aussi évoluer, nous, en tant que professionnels, un peu notre mentalité, qui est parfois un peu cloisonnée par ce qu'on a appris ou parce qu'on pense ce qu'il est mieux de faire, en fait. Voilà, nous, on parle vraiment aujourd'hui de lien de proximité avec nos habitants et non plus de distance professionnelle parce qu'on a dépassé ce cadre-là et on sait qu'on peut se dire les choses. Alors, les choses agréables comme les choses qui fâchent un petit peu, mais voilà, sans rancune derrière et dans le but toujours d'avancer. Donc, ça ne se fait pas sans heurts et toutes les questions ne sont pas résolues et tant mieux. Évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas figé dans le temps et est parfaitement révisable dès qu'il y aura quelque chose. Alors, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne, ça peut être un changement sociétal, ça peut être n'importe quel élément qui re-questionne ce qu'on a écrit. On sait aujourd'hui que voilà, c'est un travail évolutif qui n'est pas fermé, qui n'est pas cloisonné et qui reste ouvert à réflexion en permanence, même au quotidien. Merci à vous deux. À vous trois, pardon. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Je pense on aura probablement des questions un peu à vous repasser pour peut-être comprendre un peu plus en détail les méthodes
comment vous avez progressé au fil d'ateliers pour aboutir de votre évaluation interne ou de votre démarche règlement intérieur, notamment pour voir ça. Mais on va continuer un petit peu le fil des interventions avant d'y revenir sur une question particulière qui se pose quand même régulièrement et qu'on a aussi voulu explorer dans le cadre de cet atelier-là. Voilà, on a bien compris cette sorte de triangulation entre les éléments du cadre légal, les éléments de règlement, on va dire les besoins des gestionnaires et les besoins des personnes concernées, qui sont tous trois à prendre en compte en fait pour définir le cadre de fonctionnement. Malgré ça, il y a des situations particulières dans lesquelles il peut y avoir des situations de conflit, il y a des perceptions vraiment différentes entre personnes accompagnées et équipes d'accompagnement. Et donc, on a voulu un peu creuser cette question de la résolution de conflits en particulier pour donner un petit peu des pistes qui permettent de partir de visions on va dire, très hétérodoxes qui un peu mettent en difficulté les fonctionnements parce qu'on est sur des visions très différentes et qui marquent un conflit fort entre personnes accompagnées et équipes. Voilà, on a voulu un peu documenter une situation particulière. Donc, je vais passer un peu la parole à Marie pour qu'elle puisse nous présenter un peu cette démarche particulière qui est passée par, on va dire, la mobilisation d'un tiers pour faire progresser une situation de conflit bien ancrée dans un fonctionnement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Poussier, je suis chargée de mission santé et participation pour la Fédération des acteurs de la solidarité Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais vous donner là quelques éléments de contexte qui nous ont poussés à mobiliser une intervention extérieure pour résoudre une situation de conflit. Donc, dans le cadre du Conseil régional des personnes accueillies accompagnées, on a fait face à une rupture du dialogue, hein, que ce soit au niveau de la chargée de mission et des délégués du CRPA. Et donc, on avait commencé à entamer une action de médiation. Où, entre guillemets, les délégués ont été auditionnés dans un premier temps. Et donc, à la suite de cette action de médiation, on avait la volonté de passer sur un accompagnement qui nous permettrait de reposer un petit peu les fondements et les bases de notre fonctionnement qui ne pouvait plus fonctionner en l'état actuel des choses. La volonté de faire appel à quelqu'un d'extérieur, il y a beaucoup de choses, hein, dans ce qui a été évoqué qui ont fait écho. Hein. L'objectif, c'était d'avoir quelqu'un de neutre qui puisse avoir un regard extérieur qui nous permette à nous de prendre du recul sur la situation qu'on traversait, et puis parce que il y a beaucoup d'éléments qui s'étaient surajoutés au fil du temps et qui n'avaient jamais été reposés à plat. Donc c'est bien aussi d'avoir ce regard extérieur pour prendre le recul nécessaire. Et puis, donc je le disais, la nécessité de reposer les fondements, ce qui nous permet de recréer une cohésion de groupe, ce qui n'existait plus jusqu'alors. Donc pour ce faire, on a pris la décision de solliciter pleinement les délégués du CRPA, parce que du coup, comme on était vraiment dans une démarche, donc on l'a dit, de reposer les fondements, de repartir sur les bases aussi de la participation. Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot participation, quels étaient les rôles et les missions de chaque personne. Donc, à travers cette définition, on s'est dit que l'objectif, c'était aussi de ne pas faire sans les personnes accueillies accompagnées, hein, qui faisaient partie de l'instance participative, mais vraiment de faire cette démarche avec les personnes accueillies accompagnées. Donc là, en l'occurrence, c'était les délégués du CRPA. Et donc, on a décidé de les associer pleinement à la rédaction de ce fonctionnement, parce que c'était important aussi qu'ils puissent rendre compte de leurs engagements en tant que délégués et des engagements aussi à tenir au niveau de la chargée de mission. Je vais peut-être du coup laisser la parole à Caroline Pénon, qui est l'une des déléguées du CRPA, qui va pouvoir témoigner directement de cette expérience. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Pénon, déléguée du CRPA Nouvelle-Aquitaine, vice-présidente de la FASNA. Et oui, alors, excusez-moi déjà de mon retard, hein, parce que je suis sur un groupe du potager solidaire qu'on vient de créer. Et justement, je sors de réunion.
on est en train de faire un règlement. Donc, voilà. Et je dois repartir à 17h15. J'ai juste pris un petit axe de temps pour être parmi vous. Donc, nous, oui, ça est vraiment parti en cacahuète avec l'ancienne chargée de mission. Donc, pas Marie, hein, vraiment l'ancienne. Et du coup, on ne pouvait plus continuer. Il n'y avait plus de dialogue avec notre ancienne chargée de mission. Elle décidait tout, quasiment tout à notre place. On ne se reconnaissait plus dans notre rôle de délégué, en fin de compte. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on a fait appel à la médiation. La médiation, après, nous a posé un cadre. On a fait appel après à Valéria. Et du coup, ça nous a permis de reposer un cadre avec les limites du respect. Donc, avec la nouvelle chargée de mission et les délégués, même entre délégués, entre nous, c'était devenu un peu du grand n'importe quoi. On ne se supportait quasiment plus. Voilà, il n'y avait plus de lien qu'on a depuis 2014-2015. Et ça nous a permis aussi de détendre l'ambiance. On était parti vraiment que chacun faisait de son bon vouloir. Il y avait plus, on n'était plus cadré. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel pour remettre le cadre. Et ça s'est très bien passé. Puis bah, maintenant, il n'y a plus de soucis. Est-ce que j'ai répondu à la question, Marie? Oui, merci. Je vais maintenant laisser la parole à Valéria. Bonjour donc à toutes et tous. Je suis effectivement intervenue dans ce contexte que Caroline évoquait, qui était assez bien expliqué, même si on ne peut pas évidemment rentrer dans le détail. Effectivement, il y avait un double problème. Donc, d'un côté, quelque chose avec l'ancienne chargée de mission, mais aussi vraiment des situations d'incompréhension forte entre les personnes même du CRPA, donc c'était difficile. Mais je vois d'ailleurs qu'il y a des questions sur comment le compromis a été trouvé. Donc effectivement, il ne s'est pas tant agi de trouver des compromis, mais comme je pense que c'est toujours intéressant de faire quand on sait qu'il y a souffrance, parce que bon, les conflits de toute façon sont toujours un peu l'expression de quelque chose qui ne trouve pas une place plus physiologique pour être exprimé, donc une souffrance qui n'arrive pas à se manifester de façon qui ne soit pas un peu tragique, chargée d'émotionnel. Une bonne chose est toujours celle de ne pas commencer par là, de ne pas commencer par mettre sur la table la partie creuse, la partie, disons, où il y a conflit, mais essayer de commencer à faire converger les personnes autour du sens. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire, de trouver de toute façon ce qu'elle, encore avant d'aller toucher les histoires après douloureuses, mais qu'est-ce que les personnes pouvaient avoir en commun par rapport au sens qu'elle donnait à la démarche, parce que la démarche était quand même celle aussi de trouver un règlement. Et ce que j'entends par de coécrire, de co-construire un règlement intérieur, ce que j'entends par s'accrocher au sens, c'était vraiment de dire ce n'est jamais des règles qui viennent de l'extérieur qui peuvent nourrir une démarche commune. Il faut qu'à un certain moment, on se dise à quelles conditions je peux attraper à nouveau ce qui me fait vraiment mon aspiration profonde à être là, à être avec les autres. Et même si pour le moment j'ai dans la tête que ce n'est pas compris par quelqu'un d'autre ou pas respecté par quelqu'un d'autre, d'abord essayons de repartir de là, de ce qui m'anime profondément, et comment on peut donc trouver un sens commun avant de dire qu'on trouve des règles communes. Parce que un cadre privé de cette partie un peu vivante de ce sens réellement vécu ne pouvait pas fonctionner. Du coup, c'était un peu la première forme de participation qu'on a essayé de mettre en place, de dire comment chacun, chacune, même si aujourd'hui, en partant d'une situation difficile,
à cet élan de contribuer, de participer, et sans le remettre donc en doute, au-delà du fait qu'il y ait du conflit. Donc après, évidemment que très vite, en essayant de faire ce travail, très vite, les tensions, les difficultés ont émergé d'elles-mêmes. Et donc on a pris le temps, on a en gros ouvert une parenthèse, juste pour une sorte de bulle aussi en termes spatio-temporels pour dire bah, ok, donc ce qui est là s'invite, a besoin d'être vu. Et donc, nous avons là je ne rentre pas dans le détail des approches, des méthodes, mais de toute façon, il s'agissait bien d'une gestion créative de conflits. La seule chose que je peux vous dire, pour être quand même un tout petit peu précise, c'est qu'il s'agit vraiment de faire émerger de chacun ce qu'on appelle l'intention positive, qui n'est pas du tout la bonne intention, mais plutôt en quoi chaque personne, à partir de son point de vue, a quand même une intention de construire quelque chose, donc positive, dans le sens qu'elle ne veut pas soustraire, qu'elle ne veut pas enlever quelque chose, mais veut mettre en plus. Et on s'est bien rendu compte que dans cette dynamique qui était sûrement commune, ben, il y avait quand même des stratégies pour le faire très différentes. Et il y avait aussi des malentendus importants sur pas seulement donc les droits, mais aussi les responsabilités. Et donc, on a essayé de faire émerger tout ça. Et même là où, à un certain moment, on a vu que c'était difficile de prendre la parole parce qu'entre les personnes, il s'était créé des choses compliquées, le fait que de mon côté, un cadre soit posé qui permettait une sécurité totale, ce que j'entends, c'est que si quelqu'un ne pouvait pas parler, en gros, je faisais en sorte que ça passe par un autre moyen, mais que moi, je puisse quand même porter vraiment la parole de tout le monde et qu'il y ait la même légitimité pour tout le monde. À la fin, on est quand même arrivé à quelque chose d'important qui a permis de continuer à s'occuper, par contre, de ce règlement antérieur. Voilà, les détails, je ne les donne pas parce que je ne veux pas prendre du temps. Après, s'il y a des curiosités plus sur comment on a fait, volontiers. Donc, passer cette phase qui ne voulait pas dire que tout était idyllique après, mais qu'effectivement, les personnes ne se regardaient plus avec méfiance. Donc, à la limite, même des positions sur lesquelles il n'y avait pas accord, elles étaient laissées vivre et s'exprimer à partir de leur point de vue, sans besoin du coup qu'il y ait méfiance et impossibilité d'avancer ensemble. En ce qui concerne après la construction commune, on a repris du coup la fois d'après à partir de cette base en se disant on fait des exercices, des pratiques de comment on peut arriver à co-construire un règlement. Et là, on n'est pas parti d'une liste de règles, mais plutôt de demander aux personnes de d'abord penser aux vraiment indispensables, aux vraiment fondamentaux pour eux à différents niveaux, à différentes échelles, je veux dire, d'importance. À partir même en se projetant dans ce cadre commun de ce qui pouvait concerner la sphère plus individuelle, la sphère plus collective, mais que vraiment, on a utilisé cette métaphore, on commence à remplir le bocal avec vraiment les gros cailloux, parce que pour rajouter des petites choses moins importantes, ce que dans la métaphore on appelle les petits cailloux ou le sable, il y a toujours plus de place. Le sable, effectivement, ça le filtre un peu partout, donc ça, c'est pas compliqué. Mais d'abord, il faut vraiment qu'on fasse de la place dans quelque chose de commun aux fondamentaux. Et on est parti de là, et après, petit à petit, on est arrivé aussi aux choses moins essentielles, et les personnes à la fin ont plutôt bien travaillé ensemble, même dans la différence, hein, et dans la conscience que des ajustements sont toujours possibles, mais que ce n'est pas ça qui bloque la construction commune. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapidement. J'espère que j'ai donné quand même une idée. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un dernier élément que je n'ai pas dit tout à l'heure. Comme Olivier l'évoquait tout à l'heure, nous aussi, ce fonctionnement, il se veut adaptable. On s'est dit qu'on l'avait écrit là, donc en 2019 avec l'aide de Valéria, et on s'est aussi laissé la possibilité à tous, donc c'est-à-dire les signataires du fonctionnement. Donc il y avait les délégués du CRPA et moi-même,
Et on s'est dit qu'à tout moment, on se laissait aussi la possibilité de le faire évoluer dans le temps. Parce que c'est vrai qu'en 2019, les règles qui avaient été inscrites ne sont plus forcément tout au goût du jour. Donc, c'était aussi se laisser l'opportunité de le faire évoluer au fil du temps et au fil du groupe aussi tel qu'il est constitué. Voilà. Ah, Lougène, je vois que tu t'exprimes, il faudra que tu ouvres le micro. Ah, pardon, voilà, j'ai appuyé au mauvais endroit. Donc, je vois qu'il y a énormément de questions qui sont posées et il est toujours utile, évidemment, effectivement, qu'il y ait une intervention extérieure neutre pour aider à la résolution des conflits. Nous, on veut savoir une chose, est-ce qu'au vu de ce que vous avez mis en place et de ce qui nous est dit, là, le blason, est-ce qu'il y a des éléments que vous considérez, vous, transférables à tous les autres établissements pour justement la gestion de ces conflits-là? Qu'en pensez-vous? Je réponds, Marie? Ou toi, sinon tu complètes. Alors pour moi, c'est sûr que tout ce qu'on a fait est toujours réplicable parce qu'en général, voilà, il s'agit tout le temps d'outils, de méthodologies qui sont bien précisées et établies quelque part. Donc, c'est vraiment possible d'expliquer un peu la démarche. Alors, le blason est une autre approche très intéressante. Mais la partie peut-être la plus délicate est toujours quand on laisse que chacun puisse s'exprimer, il y a quand même une partie d'émergence. Donc, bien sûr qu'on cadre avec des outils de gestion des conflits, de gestion de transformation, disons, mais c'est sûr que la personne qui, je pense, a envie éventuellement de porter un processus de ce type, c'est bien aussi qu'elle prenne la possibilité, le temps de s'approprier quelque chose de l'ordre de la possibilité d'accueillir tout ce qui émerge et de le refaire converger sans inquiétude, sans préoccupation. Il y a un moment où forcément le fait de laisser émerger, ça fait aussi diverger. Et donc il ne faut pas avoir peur de ça. La seule chose, je dirais, c'est au-delà des outils, il y a un tout petit peu, je pense, de formation importante, mais qui est tout à fait transmissible, à savoir accompagner ces processus-là, où au début, que chacun puisse partir de quelque chose de très singulier, donner la place à la singulier, à la subjectivité, il faut pouvoir l'accueillir sans inquiétude, voilà, de façon réellement accueillante, dans le sens aussi de contenante. Mais après, par contre, tout ce qui est les outils et des procédés, c'est tout à fait des choses qui peuvent être très facilement partagées et sous la forme que vous voulez, je veux dire, soit une analyse de pratique, soit transmission de documents, etc. Merci beaucoup, Valéria. Donc, je te laisse, Adrien, maintenant poser les questions de nos spectateurs à nos intervenants. Merci. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a eu quelques questions qu'on va essayer de vous réattribuer. On n'aura pas forcément le temps de vous permettre à toutes et tous d'intervenir dessus. Il y avait une question autour du projet individualisé. Est-ce que dans le cadre de vos démarches respectives, là plutôt ceux qui ont mis en place des évolutions de leur fonctionnement en passant par les personnes, est-ce que c'est un objet qui a fait l'objet de concertation avec les personnes, on va dire le cadre du projet individualisé, puis du coup ce qu'on met dedans avec les personnes, est-ce que ça touche à des questions que vous avez pu évoquer dans vos démarches respectives? Donc là, plutôt pour Maria, Marie-Agnès et Olivier, cette question. Peut-être, je vois que du côté de Marie-Agnès, ouais. Nous, le projet individualisé, on est vraiment sur. On a remis un outil en place. Donc là, Maria, ça va être plus compliqué parce que c'est une ancienne résidente, donc on ne va pas forcément pouvoir échanger sur l'outil. Nous, on l'a défendu sur le CHRS parce que c'est d'un temps court, mais tant sur la pension de famille où je travaille, c'est vrai que moi, cette idée de formaliser quelque chose sur des gens qui vont habiter très longtemps chez eux, on a utilisé des outils qui sont complètement différents. C'est-à-dire que souvent, on a transposé des outils uniques, parce que nous, il y a de l'harmonisation. Je fais partie d'une grosse association où on a, je ne sais plus combien de structures là, sur la région parisienne, donc on est très harmonisé.
Mais nous, on a eu l'autorisation sur chaque structure de pouvoir personnaliser nos outils, parce que ça correspond aussi à voilà, notre vie de structure. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, l'important, ça a été vraiment dans la démarche de ce qu'on a fait sur une structure d'hébergement où les gens sont là sur 1 an et demi. Il faut être vraiment dans des choses très, voilà, où il faut visualiser toutes les actions qu'on fait avec eux et eux ils soient dans cette interaction et travailler avec nous sur tous les champs qu'ils ont envie de discuter. Ça peut être le logement, la justice, la santé, voilà, ce qu'ils ont envie de travailler avec nous et ce qu'ils ont besoin dans l'accompagnement social. En tout cas, ça doit être formalisé. Sur la pension de famille, on s'est autorisé à se dire, à force de faire des projets, des fois, c'est nos trucs d'accompagnement social et du coup, on oblige les gens dans des surprojets. Et on s'est dit, faut peut-être qu'on réfléchisse à un autre outil parce que les gens, ça, c'est notre déformation de travailleur social, de dire, ah ben, faut faire, alors que les gens, ils sont là sur une notion d'habiter très longue et ils ont envie de faire peut-être autre chose et du coup de non-projets aussi des fois dans l'année, ben non, on ne va pas s'inscrire à une activité, on ne va pas faire ceci cette année, voilà. Donc du coup, il y a vraiment une démarche par structure et par dispositif, on a arrêté de transposer des mécanismes qui sont vraiment liés à de l'accompagnement, quoi. Voilà, notre réflexion, elle a été là autour du projet individualisé, de dire où on est, qu'est-ce qu'on fait avec les gens, quel sens ça a avec eux de le faire, quoi. Concernant les pensions de famille de Solia, en fait, il n'y a pas de projet individualisé. Nous avons un outil général dans chaque pension qui s'appelle le journal de bord, hein, que les autres remplissent. Donc là, c'est vraiment l'outil du travailleur social où on met les faits marquants concernant la vie et la trajectoire de nos habitants. Après, s'ils nous sollicitent pour monter un projet particulier, évidemment, on est là pour les accompagner ou les orienter vers les bons services. Mais en aucun cas, évidemment, on va leur imposer d'avoir des projets. Voilà, hein, ça n'a pas de sens, sachant qu'ils sont là pour s'installer. Déjà, c'est un projet énorme de se reconstruire et d'habiter. Donc après, on ne va pas leur imposer ça. On va plutôt les solliciter peut-être sur des projets collectifs qui réunissent l'ensemble de tous les habitants, alors qui peuvent être sur des dimensions sportives, culturelles, mais on va essayer plutôt de sortir du champ purement social pour essayer de vivre un petit peu et de vivre comme tout le monde, justement, et voilà, de renouer ce contact qu'ils ont créé en interne, vraiment le porter sur l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je vois, il y avait un commentaire qui n'était pas tout à fait sous la forme de question, mais qui me paraît peut-être interroger quelque chose d'intéressant. C'est voilà, sur l'idée que il y a la démarche de concertation avec les personnes, ce qui peut être élaboré dans ce cadre-là, puis il y a aussi le droit en lui-même, et du coup des choses qui relèvent du droit des personnes, des choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire dans les différents établissements. Et donc du coup, ça pose un petit peu la question de la méthode qu'on utilise avec les personnes pour que ce qui est quelque part ouvert au champ de la codécision éventuelle avec les personnes puisse bien se mettre en œuvre. Je l'exprime peut-être pas tout à fait clairement. Est-ce que, avant de vous passer la parole à vous qui avez mis en place ces démarches-là sur votre regard là-dessus, est-ce que Katia, au vu de la démarche que tu as menée, notamment avec le groupe d'appui national participation, au moment où vous avez travaillé sur l'outil guide, sur les règlements intérieurs notamment, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels il y aurait quelques éléments un peu de réflexion à apporter sur comment apporter un cadre lisible aux personnes de ce qu'elles peuvent être amenées à remettre un peu sur la table des questions sur les fonctionnements qui les concernent? Alors, pour prendre un peu ta question, je pense que c'est en lien avec des questions qui étaient dans le chat. Il y a eu donc un guide qui a été fait par le GAN Travail Social, Participation, auquel le GAN Travail Social est un peu associé aussi de mémoire, qui reprend de façon assez synthétique le cadre légal, les enjeux, les problèmes rencontrés sur le terrain et potentiellement des clauses ou des rédactions qui pourraient être utilisées. Donc ça, je vous invite à l'utiliser. Je pense aussi au guide qui a été fait par l'Île-de-France, la Fédération Île-de-France, sur droits et obligations des personnes hébergées aussi, qui vous donne des illustrations
avec des enjeux qui avaient été posés par les adhérents, des solutions qui ont pu être portées par les uns et les autres. De manière un peu globale, on va juste rappeler, parce que c'est important de le faire, que les droits fondamentaux peuvent, je vais le formuler un peu bizarrement, mais ils peuvent être entravés. On n'a pas de liberté absolue ou de droit absolu. Quand on joue la conciliation des droits, on se retrouve forcément à des entraves. Je prends un exemple. Si on parle du droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au domicile, par exemple, en face, on va aussi avoir le principe de sécurité, le droit à la sécurité, qui signifie, quand on est dans une structure, de pouvoir tenir compte de la sécurité de tout le monde et potentiellement d'entraver le droit à l'intimité, parce qu'il va falloir rentrer pour des questions d'urgence et de sécurité dans les chambres, pas n'importe comment et pas sous n'importe quelle condition. Mais voilà, donc on est dans une conciliation des droits. Donc, pour répondre à une des questions que j'ai vues dans le chat, qui est par rapport à celle des interdictions, en fait, un règlement de fonctionnement, le but, ce n'est pas d'écrire des interdictions. Le but, c'est d'écrire des règles de vie. Donc, on va plutôt décrire ces règles en indiquant ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, en fixant certaines limites. Le but n'est pas non plus de prévoir toutes les situations. Ce n'est pas possible. Donc, on fixe des règles générales et on ne s'amuse pas, ce qui est quand même très fréquent, on a eu une difficulté un jour avec monsieur X, et donc cette difficulté se traduit dans le règlement de fonctionnement comme une règle absolue pour tout le monde. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi beaucoup en pratique. Au final, cette règle, elle va, je crois que quelqu'un le soulignait tout à l'heure, on va se concentrer sur cette rédaction en disant « pourquoi vous parlez de ça, c'est qu'il y a un problème », alors que ça a été un problème très marginal. Donc, il faut vraiment penser ces outils, les règles de vie, on les pense de façon globale, avec des formulations générales. Alors oui, une formulation finalement plutôt positive. On va être dans ce qu'on peut faire et éventuellement ce qu'on ne peut pas faire en fixant un cadre. Mais voilà, c'est l'idée de ne pas poser une liste d'interdictions dans le règlement, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de poser des conditions, les règles de vie en termes de droits et de devoirs de chacun. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de recommandations un peu globales. Et je pense que les deux guides dont je vous ai parlé, qui ont pu être faits par la Fédération nationale et la Fédération Île-de-France, peuvent vous être assez utiles en fait dans des exemples de clauses ou de pratiques qui ont pu être expérimentées par les uns et les autres. Merci beaucoup, Katia. Attends, juste excuse-moi, j'ai juste rajouté un tout petit point parce que je n'insiste pas assez là-dessus. Quand je parle de conciliation des droits, ce qu'il faut aussi évidemment prendre en compte, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que les entraves qu'on va être amené à avoir dans une structure, les entraves aux droits, elles ne doivent pas être excessives. Si on peut trouver une autre solution, c'est celle-là qu'il faut choisir. Et donc ça, c'est un peu un guide dans vos échanges, dans vos débats. Lorsque vous êtes amené à définir des règles de vie, oui, l'interdiction, c'est ce qui est peut-être le plus facile, mais il y a peut-être d'autres solutions moins entravantes sur les droits et qui, au final, seront beaucoup plus bénéfiques pour la vie en collectivité et donc mieux acceptées. Est-ce que vous voudriez compléter, vous, de votre point de vue voilà, un peu nous décrire éventuellement le processus finalement à travers lequel vous ouvrez finalement cette démarche de réévaluation, de réécriture du règlement intérieur quand c'est le cas, là, sur peut-être l'exemple de la pension de famille, sur finalement comment est-ce que vous arrivez avec des éléments qui sont déjà, vous partez de l'ancien règlement par exemple et vous le relisez, ou est-ce que vous partez d'un ensemble de sujets qui vous semblent clés? Finalement, qu'est-ce que vous auriez à conseiller un peu comme type d'approche pour approcher ces questions-là? Alors, nous, on est vraiment parti du règlement de base que nous utilisions. On l'a relu à voix haute tous ensemble. On a mis de côté tout de suite tout ce qu'on gardait, en fait, tout ce qui ne nous posait pas question. En fait, on a mis un petit coup de rouge sur chaque ligne qui nous questionnait d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la formulation, le sens, sur un mot, voilà. Dès qu'il y avait une question, une phrase qui posait problème, on la soulignait et on la mettait de côté.
ce qui fait que la moitié du règlement était souligné en rouge, hein, évidemment. Après, on est revenu sur effectivement ce qui faisait les valeurs qui nous animaient, en tout cas au niveau de Solia, de nos pensions, qu'est-ce qui nous identifiait, en fait, clairement. On a également expurgé toutes les interdictions strictes qui étaient notifiées et qui étaient celles finalement qui posaient le plus de questions. Parce qu'à partir du moment où on met une interdiction, comme me disaient certains habitants, on a très envie d'aller voir ce qui s'y passe quand même, hein, pour savoir. Voilà, donc à partir du moment où on a vraiment fait ce travail-là, on se retrouvait avec un squelette à reconstruire. Et où on mettait des questions à l'ordre du jour. Oui, mais ça, il s'est passé ça une fois, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas indiqué ou alors c'est mal indiqué. Est-ce qu'on le précise? Est-ce qu'on ne le précise pas? Donc là aussi, il y a eu une autre séance de travail. On est parti sur vraiment l'idée d'être le plus généraliste possible et de ne pas faire du cas particulier à chaque fois si on se retrouve avec un règlement intérieur de 50 pages. Là, notre règlement intérieur fait 3 pages et pour autant, il répond à l'ensemble des règles de vie qu'on souhaite mettre en place dans nos pensions de famille. Après, voilà, par exemple, la question de la vapoteuse qui s'est posée, je ne sais pas comment ça s'appelle, la vaporette, enfin le truc, la cigarette électronique, c'est un élément nouveau qui est arrivé dans nos pensions. Donc au début, il y en a qui utilisaient leur cigarette électronique dans les communs, alors que les autres allaient fumer dehors sous la pluie. Donc voilà, des nouvelles questions émergent, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait, et on en discute ensemble, et on répond à la question ensemble, en fait. Mais on ne l'indique pas forcément de façon stricte dans le règlement intérieur. Bien, merci beaucoup, Olivier. J'essaye un peu de remonter le fil. Est-ce que, peut-être une question pour vous qui êtes sur le CHRS, on va dire en termes d'animation, concrètement lors des ateliers, peut-être pour Maria éventuellement, qu'est-ce qui fait pour vous, qu'est-ce qui génère pour vous l'impression qu'on est vraiment entendu en tant que personne accompagnée au cours d'un atelier qui vise justement à faire évoluer le fonctionnement dans lequel on s'implique? Suivant les ateliers au centre du CHRS, je trouve qu'ils sont assez divers, assez diversifiés, que pour les améliorer, je ne vois pas trop comment on pourrait les améliorer, mais déjà il y a beaucoup de choses de faites, comme un potager, il y a beaucoup d'activités, il y a du sport, il y a pas mal d'activités tous les jeudis après-midi, atelier peinture, tricot, voilà, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Pardon Maria, ma question était plus au cours des ateliers qui vous ont permis de mettre en œuvre cette démarche d'évaluation interne. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'est-ce qui génère pour vous l'impression d'être vraiment, ou pas d'ailleurs, d'être vraiment écouté en fait dans ces moments où on vous a posé des questions sur le fonctionnement de la pension de famille? Comment dire, sur les évaluations internes, je trouve que c'était, en fait, ça nous a permis de mieux nous exprimer par des images, en parlant entre nous. Ça nous a permis de mettre des choses positives, des choses négatives, et voilà, et en parlant, tous ensemble, enfin les personnes qui participaient avec Apolline, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'améliorations, des trucs à améliorer au centre du CHRS. Et je trouve que ce qui est important, en fait, c'est ce que vous dites souvent à la face, c'est qu'en fait, les réunions, c'est quand même notre truc à nous. Et que si on veut du coup que les gens, ils sont, excusez-moi, impliqués, c'est important du coup de vraiment de la participation. Elle est ce que dit Maria, c'est la vie de la structure, c'est déjà apprendre à communiquer entre eux, mais c'est d'utiliser des outils pour faciliter l'expression. C'est-à-dire que si on y va en reproduisant nos réunions à nous, on s'assied autour d'une table, ou voilà, ça va être compliqué d'échanger. Donc c'est important en fait, la forme pour permettre l'expression, il faut vraiment la réfléchir pour que voilà, chacun il puisse, à son niveau, de pouvoir dire plein de choses, parce que chacun a son regard, et on utilise, moi ce que j'ai apprécié avec Apolline, c'était vraiment aussi l'expression des sentiments des personnes. C'est-à-dire que
rarement on leur demande mais comment vous allez, comment vous vous êtes senti à l'arrivée, et vraiment prendre du temps sur ces petites choses-là. Et après, ça a permis de vraiment dire, et du coup, si vous aviez ces sentiments au moment de l'arrivée, donc la peur, parce que c'est des gens qui avaient, voilà, il n'y avait plus de solution d'hébergement, il se passait plein de choses pour eux, et qu'est-ce qu'on avait besoin au moment de l'arrivée dans la structure? Et du coup, ça a facilité de dire, ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, on avait besoin de ça. Et du coup, de vraiment penser la forme, ça facilite l'expression, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on notera aussi l'idée que justement, quand on veut mettre en œuvre une démarche de ce type-là, il ne suffit pas effectivement d'utiliser les mêmes méthodes que celles qu'on pourrait avoir éventuellement en équipe de professionnels pour reprendre les éléments du cadre de fonctionnement un par un, mais qu'il faut trouver aussi des manières de faire émerger la parole particulière. Il y avait une question technique un peu particulière, mais je vois qu'il y en a une autre qui est arrivée entre-temps. Une question sur qu'est-ce que la participation a apporté aux personnes. Alors, c'est un sujet qu'on retrouve aussi sur d'autres ateliers à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, mais on peut peut-être aussi vous repasser la parole à vous deux, côté CHRS, et puis peut-être aussi du côté du CRPA. Je ne sais pas si Caroline est encore avec nous. Il me semblerait que non. Bon, on va peut-être vous passer la parole du côté du CHRS et peut-être du côté de la pension de famille sur est-ce que vous, mettre en place ces démarches-là, vous percevez que c'est aussi quelque chose qui a apporté aux personnes, peut-être en termes d'autonomie, de perception de leur capacité, de leur compétence à faire changer certaines choses, à faire évoluer certains éléments. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a pu leur apporter sur un plan plus personnel que collectif, là, cette fois-ci? C'est comme ça que je comprends le sens de cette question-là. Donc, pour la redire un peu simplement, peut-être en commençant par Maria, est-ce que Maria participait à cette démarche-là? Vous, c'est quelque chose qui vous a satisfait, qui vous a apporté? C'est sur la participation. Je trouve que, bon, au début, moi, j'étais sans ressources, je ne participais pas, il n'y avait pas de participation. Mais après, je trouve que c'est bien de faire participer, qu'il y ait une participation de la part des résidents. Voilà, ça nous responsabilise un petit peu déjà. Alors, Maria, parce que du coup, je pense que vous parlez pas de la participation financière, mais nous, quand on parle de la participation, c'est dans les groupes, l'expression, quand vous avez pu vous exprimer, parce que la participation financière, ça peut être un sujet aussi, hein, mais du coup, est-ce que dans le fait d'avoir un temps où vous exprimiez vos sentiments ou vos solutions, c'était un moment important pour ma phrase? Voilà. Oui, exactement. C'était un moment très important pour moi. Parce que, bon, c'était un moment où je pouvais m'exprimer, où je pouvais donner mes idées, mes sentiments. Et puis voilà, c'était une grande chose pour moi. Et que nous, ça nous oblige, et je pense que c'est un bon exemple, nos mots sont nos mots à nous. Et en fait, ils ne parlent pas à tout le monde. Et je trouve que là, l'exemple de la participation, ça en est un beau mot, comme usager, ça avait fait grand débat. C'est-à-dire qu'on est à Kleenex et on ne sert plus à rien. Et moi, je parlais d'usager. Mais non, c'est pas ça. Voilà, moi, je ne mets pas. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Je pense que c'était révélateur du. C'est vrai que plusieurs fois, Maria, elle m'a interpellée sur qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi ils disent ça. Et que c'est vrai que, en tout cas, on a un gros devoir de bien faire attention qu'on se comprend bien, parce que les mots, on ne met pas forcément les mêmes choses derrière. Parce que voilà, ça, c'est en tout cas une grosse vigilance, et qu'à chaque fois qu'on anime, en tout cas, parler la loi de 2, ça me fait toujours rire. Mais c'est toujours pas mis en place depuis le temps. Je dis oui, c'est vrai, on y travaille. Mais bon, voilà, c'est nos choses à nous, et comment c'est important, si on veut vraiment permettre cette participation et la faire vivre, et de faciliter l'échange, c'est comment on va... En tout cas, on se met bien d'accord sur les mots, qu'est-ce qu'on a envie de dire, et qu'on prenne vraiment du temps autour de ça. Je trouve que c'est hyper intéressant. Merci de nous avoir aussi permis d'identifier ce facteur important de ce qu'apporte aussi la participation des personnes, au sens de la mise en exergue de leurs paroles, l'élaboration de conditions qui permettent
aux personnes accompagnées de s'exprimer. Est-ce que vous, du côté de la pension de famille Solia, du coup, on peut vous poser un peu cette double question avec celle qui est arrivée, c'est quel retour les personnes elles vous ont fait finalement de cette démarche-là? Et est-ce que ça a aussi un lien avec l'adhésion des personnes aux règles en elles-mêmes? Alors, je vais tout de suite répondre à la deuxième question. En fait, les participants à l'élaboration du règlement intérieur ne l'ont pas plus respecté qu'avant, pas plus, pas moins. On n'a pas noté une amélioration du respect des règles. Par contre, une meilleure connaissance dans le cadre d'une infraction aux règles, effectivement. En tout cas, une meilleure connaissance du fonctionnement global. Après, non, ça ne change pas fondamentalement et c'est vraiment pas le but de la démarche, je pense. Hein. Parce que, bon, de toute façon, voilà, au vu du public que nous accueillons, on sait bien que parfois c'est très compliqué de pouvoir, ne serait-ce que respecter des règles toutes simples. Donc, évidemment, oui, on ne s'attendait pas forcément à une amélioration du respect de ces règles-là. Après, nous, ça nous a questionné aussi sur parfois aussi notre exigence quelque part à entre guillemets, forcer cette participation à tout prix, parce que c'est une réelle volonté de notre part et on est convaincu que c'est ce qui est le mieux pour construire ensemble. Et on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on outille un petit peu nos habitants, en tout cas ceux qui le souhaitaient, de la même façon que nous le sommes, nous, en tant que professionnels, pour aborder certaines choses. Je pense notamment sur le fait de prendre la parole en réunion ou des choses comme ça. Emmener nos habitants en réunion, très bien. Leur faire prendre la parole face à tout le monde, ce n'est pas si simple que ça. Donc là, on travaille aujourd'hui sur une proposition de formation destinée aux habitants sur voilà, la prise de parole, un travail sur l'estime de soi, forcément. S'y inscrira qui veut. On a déjà plusieurs volontaires qui participent souvent sur des instances externes. Mais on pense que voilà, ce travail doit aussi se mener en dehors de nos structures, dans le sens où on impulse une dynamique, on redonne quelque part une vraie estime de soi. Alors, pas nous, on ne redonne rien, mais en fait, ce travail commun redonne cette estime de soi, cette confiance retrouvée. Parfois la capacité à certains qui étaient oubliés de pouvoir parler en public, de pouvoir affirmer une idée. Voilà. Donc, il faut qu'on les outille et qu'on leur donne les moyens aussi de pouvoir le faire correctement. Merci. Merci encore. Oui, je vois qu'il y a une vraie et réelle volonté de bien faire, d'évoluer, de faire changer les choses. Moi, j'ai une question à poser à Katia qui nous est souvent remontée, nous. Est-ce que là, il y a beaucoup d'inégalités territoriales. C'est qu'il y a des structures où ça marche très bien, tout ça, mais il y en a d'autres où vraiment c'est encore, il faut encore pousser, je veux dire. On voudrait savoir s'il était possible de mettre en place un règlement type, en fait, qui serait harmonisé au niveau national par rapport aux tarifs, conditions de vie, enfin, pour éviter justement toutes ces inégalités. Est-ce qu'il y a un moyen, et après, en fonction du type de dispositif, comment dirais-je, je perds mon mot, enfin de mettre en conformité avec ce dispositif. Aussi les traductions. Est-ce qu'il y a des traductions qui sont proposées dans les CADA, par exemple, ou dans les centres d'hébergement type CHRS, parce qu'il y a un brassage de culture, tout ça. Est-ce que c'est vraiment bien expliqué, tout ça? Voilà, merci. Alors, sur l'idée d'un règlement type, c'est à double tranchant. C'est ce que je vous disais aussi. Il y a cette nécessité d'adaptation qui fait que d'avoir un règlement type, ce qu'on a aujourd'hui dans les dispositifs asile, pose quand même beaucoup de questions parce qu'on est avec des règles qui sont plutôt strictes, appliquées à tout le monde et avec des difficultés de prise en compte des besoins en lien avec la structure, son quotidien, ses moyens financiers aussi, ses conditions d'accueil, son environnement local. Donc, tout ça n'est pas pris en compte. Donc, attention sur ce point. Par contre, je vous l'ai dit, la loi, elle fixe les règles et elle fixe le contenu. C'est-à-dire qu'on sait ce que doit prévoir le règlement de fonctionnement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, il me semble que c'est vraiment ça l'objet, continuer à bien conserver une adaptation des règlements aux structures, aux projets d'établissement, au contexte local, ça semble assez important. Par contre, les droits fondamentaux s'appliquent à tous, les obligations légales s'appliquent à tous, donc on est censé les connaître, on est censé les mettre en œuvre. Voilà. Sur la question de la traduction,
Là, on a parlé de différents outils et façons de faire. Je reviens à la question du numérique. Aujourd'hui, on pense le règlement de fonctionnement encore beaucoup en papier. On a d'autres évolutions techniques aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'utiliser d'autres outils avec peut-être des simplifications sur la traduction dans d'autres langues, par exemple. Et c'est là où on n'a peut-être pas encore lancé, enfin certains, je pense, ont commencé à le faire, mais on n'a pas lancé ces innovations sur le droit des personnes au sein des structures qui peuvent nous amener des choses assez intéressantes et qui peuvent se mutualiser et se dupliquer dans les structures. Donc ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés et qui pourraient être intéressants à développer au sein des structures. D'accord, merci. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, c'est une meilleure application des lois, en fait, pour éviter justement ces inégalités qu'on voit un peu partout. Mais ça pose aussi la question de la bonne information sur les droits. Voilà, entre autres, cette loi. Donc, l'information, ça implique de pouvoir échanger, d'organiser des temps d'échange, d'avoir des gens qui viennent faire des présentations si besoin quand ce n'est pas les domaines d'expertise. Enfin, il y a tout ça qui est en jeu derrière aussi. On n'a peut-être pas aussi suffisamment parlé, mais la participation, elle est aussi pensée, et c'est prévu dans le Code de l'action sociale et des familles, comme la possibilité de faire appel à des gens extérieurs, et notamment dans l'environnement local, pour venir parler d'un certain nombre de points. Donc, tout ça, c'est comment on le mobilise, comment on utilise ces possibilités, il y a saisi, et peut-être, encore une fois, d'utiliser des nouveaux outils qui viennent nous simplifier, qui peuvent venir nous simplifier des choses, qui ne sont pas que des entraves ou de l'exclusion, mais qui peuvent être utilisées de manière positive. Donc, pourquoi pas un règlement de fonctionnement en vidéo, par exemple, expliqué par les personnes. C'est des choses qu'on peut peut-être attendre dans le futur. Ok. Et il y a aussi une question de moyens. Je pense que la question de moyens aussi joue là-dedans. Excusez-moi. La question de moyens. C'est un sujet… De la participation aux personnes concernées, tout ça, c'est un problème vraiment qui est présent, qui est réel. Il y a des structures qui manquent de moyens pour donner cette parenthèse aux gens pour pouvoir se former et puis pouvoir s'exprimer. Excusez-moi, j'ai un invité. Voilà. Donc, voilà. C'est peut-être là-dessus qu'on terminera. On arrive vraiment à la fin de l'atelier. Cette question des moyens et du coup des ressources qu'on peut apporter pour répondre aux besoins des personnes, elle est fondamentale et au cœur de bien des enjeux. On n'y apportera pas complètement la réponse aujourd'hui, mais on a pu néanmoins, je pense, avoir des premières billes grâce à cet atelier pour se poser les bonnes questions, en tout cas quand on va sur ces démarches-là de réflexion sur le cadre de fonctionnement en voulant y impliquer au maximum les personnes qui seront concernées par ces régulations-là. Du coup, en cela, j'espère que cet atelier a pu répondre un peu à ce que vous en attendiez, vous qui êtes de l'autre côté de vos écrans. Merci encore beaucoup à toutes et tous d'avoir accepté de jouer le jeu, de participer, d'intervenir, d'en co-animer des morceaux. Comme vous l'avez vu, c'était un peu le patchwork de différentes interventions, mais je trouve qu'il y avait une vraie complémentarité entre les différentes. Merci beaucoup à toi, Lougène, d'avoir accepté de… Voilà, merci. Voilà. Merci. Voilà. Et puis on se dit à bientôt. Les ateliers, ça continue. Il y en a encore demain et après-demain sur différents sujets comme le travail pair, la participation des personnes à la gouvernance, le bénévolat des personnes concernées ou la participation dans les SIAE. Peut-être qu'on s'y retrouvera. Et puis d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt alors. Merci, à très bientôt. Le printemps de la participation continue. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.